Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, on va parler du mouvement en référentiel non galiléen dans lequel on va discuter le caractère galiléen ou non d'un certain nombre de référentiels. Et puis, on va définir le poids d'un corps et ensuite, on va traiter l'aspect énergétique du mouvement d'un point matériel en référentiel non galiléen. Bien, dans un premier temps, je vous présente ici un exemple de référentiel non galiléen. Il s'agit d'abord du référentiel géocentrique. On appelle référentiel géocentrique le référentiel d'origine le centre de masse de la Terre et dont les axes sont en translation, c'est-à-dire garde des directions fixes par rapport à un référentiel galiléen. Bien, ce référentiel-là est animé d'un mouvement de translation. Bien, est-ce que ce référentiel est galiléen? La réponse est non, rigoureusement non. Donc, le référentiel géocentrique n'est pas galiléen parce que la simple raison, c'est que son centre, c'est-à-dire l'origine O, décrit une trajectoire presque elliptique autour du Soleil. Ça veut dire que la translation n'est pas rectiligne uniforme. Bien, alors on va admettre que le référentiel géocentrique est approximativement galiléen vu la durée de l'expérience et les observations qu'on va faire pour un mouvement en chute rapide, c'est-à-dire sur une petite hauteur. Bien, donc on peut négliger le caractère non galiléen du référentiel géocentrique et l'assimiler à un référentiel galiléen. Donc on va dire que ce référentiel-là est un référentiel galiléen avec une excellente approximation. Galiléen. Voilà. Donc ce référentiel est galiléen. Alors que le référentiel terrestre, donc ce référentiel-là, qui est solidaire à la Terre, donc au cours de la rotation de la Terre, le référentiel d'origine O et d'axe X, Y, Z est animé lui-même en mouvement de rotation, animé d'un mouvement de rotation autour de l'axe pôle nord, pôle sud. Donc cet axe-là. Bien. Donc on va traiter le mouvement dans l'hémisphère nord et l'étude sera similaire dans l'hémisphère sud. Donc si on comprend le principe, on peut l'appliquer même dans l'hémisphère sud. Bien. On va noter les angles θ, lambda, phi. Donc, pour repérer la position d'un point M en coordonnées sphériques, on va utiliser les coordonnées sphériques qui sont R qui est égal à la distance OM, θ qui est l'angle que fait le vecteur position avec l'axe OZ, et phi c'est l'angle que fait bien, la projection, comme ça. Si je fais la projection, j'obtiens ici le point H qui est la projection de M sur le plan de l'équateur. Donc OH fait l'angle phi avec l'axe X0. Bien, et donc on peut repérer le mouvement de M en coordonnées sphériques. Le référentiel terrestre n'est pas galiléen, ça veut dire que je ne peux pas appliquer la première loi de Newton sans tenir compte des effets de ce référentiel sur le mouvement du corps. Donc ces effets sont des effets d'inertie. Alors, dans un référentiel qui n'est pas galiléen, il faut tenir compte de deux forces qui sont la force d'inertie d'entraînement et la force d'inertie de Coriolis. Et donc, pour pouvoir appliquer la deuxième loi de Newton dans un référentiel qui n'est pas galiléen, non galiléen, il faut tenir compte des forces d'inertie. Et donc, la deuxième loi de Newton va s'écrire MA, donc A de M par rapport à R, comme ça, est égal à la somme des forces vraies, donc les forces vraies, donc on va dire que égale à F vrai ou occasionnel, plus, donc F occasionnel, plus les forces d'inertie d'entraînement et d'inertie de Coriolis. Donc, ça, ce sont les forces
qu'on rencontre généralement dans un référentiel galiléen, et ça, ce sont les forces qui vont tenir compte du fait que notre référentiel R n'est pas galiléen. Bien, maintenant, l'application de cette loi va nous permettre de déterminer l'accélération, puis la vitesse et puis le vecteur position. Et donc, on peut déduire la trajectoire du point M dans un référentiel qui n'est pas galiléen. Maintenant, quelles sont les expressions des forces d'inertie d'entraînement et d'inertie de Coriolis? Bien, la force d'inertie d'entraînement, par définition, c'est moins m fois l'accélération d'entraînement de m. Et l'accélération d'entraînement de m, donc c'est moins m, facteur 2. L'accélération d'entraînement de m, c'est l'accélération de l'origine du référentiel non galiléen, donc A de O par rapport à R0, plus dω sur dt, comme ça, vectoriel OM, plus oméga, vectoriel oméga, vectoriel OM. Comme ça c'est un double produit vectoriel. Voilà l'expression de la force d'inertie d'entraînement. Et la force d'inertie de Coriolis, F inertie de Coriolis, c'est moins m fois l'accélération de Coriolis, de m, qui est égal à moins l'accélération de Coriolis, c'est 2 fois, donc c'est moins 2m oméga vectoriel la vitesse relative, c'est-à-dire la vitesse de m par rapport à r tout court, c'est pas r0, donc ça c'est la vitesse relative. Bien, étant donné que nous avons les expressions des forces d'inertie d'entraînement et de Coriolis, on peut injecter les coordonnées de la vitesse, de la position et de l'accélération. Donc on peut ici remplacer puis projeter sur les divers axes pour déterminer le mouvement du m dans le référentiel qui n'est pas galiléen. Bien, revenons maintenant au poids d'un corps. Donc on va définir ce que c'est le poids d'un corps et puis on va revenir à la force d'inertie d'entraînement pour déduire une énergie potentielle centrifuge. Bien. Donc je vais d'abord définir ce que c'est le poids d'un corps. Bien. Donc on appelle poids d'un corps, le poids d'un corps P, c'est quoi? C'est l'opposé de la force. Le poids d'un corps, c'est l'opposé de la force qui maintient ce corps en équilibre dans un référentiel terrestre. Bien. Si je considère maintenant un référentiel terrestre et je réalise l'expérience suivante. Donc je prends un fil comme ça, inextensible, au bout duquel je suspends un corps de masse m. Disons que cette expérience-là est réalisée dans un référentiel terrestre. Donc je note O, X, Y, Z, comme ça, X, Y, Z, c'est-à-dire ce référentiel-là, X, Y, Z, ce référentiel, qui est le référentiel terrestre. Ce référentiel n'est pas galiléen. Alors, c'est quoi le poids de ce corps? Le poids d'un corps, c'est l'opposé de la force qui maintient ce corps en équilibre dans un référentiel terrestre. Maintenant, à quoi est soumis ce corps-là? Pour le moment, je ne connais pas le poids. Alors, le corps de masse petit m est soumis à la tension du fil, la tension T, et il est soumis aussi aux forces gravitationnelles dues aux autres astres en plus de la Terre. Donc, je peux écrire ici que la condition d'équilibre de ce corps-là dans un référentiel terrestre, c'est 0 égale, donc l'accélération est nulle, vu que le corps est en équilibre. Alors, nous avons des forces qui sont les forces occasionnelles, donc nous avons la tension T, comme ça. Nous avons la force gravitationnelle de la Terre, c'est-à-dire m fois le champ gravitationnel de la Terre au point M, plus m fois le champ gravitationnel du Soleil, plus le champ gravitationnel de la Lune, etc., c'est-à-dire les autres astres, au point M. Bien, c'est la tension, etc.
Or, nous avons un référentiel qui n'est pas galiléen, donc il faut tenir compte des forces d'inertie. Maintenant, la force d'inertie, je n'ai pas complété ici, donc j'ai effacé plutôt cette partie. La force d'inertie de Coriolis est nulle, vu que nous avons un corps au repos. Donc la vitesse relative est nulle, et donc la force d'inertie de Coriolis est nulle. Il reste uniquement la force d'inertie d'entraînement. Voilà, de M. Voilà, donc ça, j'ai écrit la condition d'équilibre, et puis je peux déduire T. Or, T c'est quoi? C'est moins P. Donc je peux dire que 0 égale moins P, comme ça, plus mg terre au point M, plus mg autre, comme ça, au point M, plus la force d'inertie d'entraînement. Maintenant, vu que la définition du poids suppose que le corps est dans le voisinage immédiat de la Terre, ça veut dire que je peux négliger l'action gravitationnelle des autres astres devant l'action gravitationnelle de la Terre. Et donc, cette équation-là va devenir simplement P égale à mg terre au point M plus la force d'inertie d'entraînement. Voilà, donc on peut retenir cette définition, c'est que le poids d'un corps, c'est quoi? C'est pas la force gravitationnelle de la Terre, mais plutôt c'est la force gravitationnelle de la Terre plus la force d'inertie d'entraînement. Bien, il reste maintenant à exprimer, à expliciter cette force qui est le poids. Donc, je peux maintenant exprimer la force d'inertie d'entraînement. Donc, pour faire cette expression, il faut décomposer l'accélération. Pour cela, je vais rappeler ici la force d'inertie d'entraînement. Donc, j'ai écrit précédemment, c'est moins m, facteur de l'accélération de l'origine par rapport à R0, plus dω sur dt, comme ça, sur dt, vectoriel au m, plus au m, c'est oméga vectoriel. Donc, c'est un double produit vectoriel, comme ça. Or, nous avons un mouvement de rotation uniforme autour de l'axe des pôles. Donc, cette quantité-là est égale à 0. L'accélération de l'origine est nulle, vu que O est fixe dans R0. Et donc, je peux écrire que ça égale à 0. Et donc, il reste moins m, oméga, vectoriel, OM. Bien, cette expression-là va devenir assez simple si on note ici que le point M admet une projection sur l'axe des Z. Donc, si je fais ici une projection, j'obtiens un point H. Donc, H, c'est la projection orthogonale de M sur l'axe de rotation. Alors, je peux décomposer OM par la relation de Charles et j'obtiens moins M oméga, vectoriel OH, plus oméga, vectoriel HM. Or, oméga et OH sont collinéaires, donc oméga et OH sont collinéaires, donc cette quantité-là est nulle, et il me reste moins M oméga, vectoriel HM. Or, ce double produit vectoriel vaut oméga scalaire HM fois oméga, donc je peux écrire oméga scalaire HM porté par oméga, comme ça, moins oméga scalaire oméga, c'est-à-dire oméga carré porté par HM. Or, oméga et HM sont orthogonaux, et donc ce produit scalaire est nul. Et par suite, j'obtiens M oméga au carré HM. Voilà la force d'inertie d'entraînement. Donc, vous pouvez ici constater que la force d'inertie d'entraînement est du même sens que HM. Ça veut dire que c'est une force qui fuit l'axe de rotation. On dit que c'est une force centrifuge.
C'est-à-dire que la force d'inertie d'entraînement est portée par ce vecteur-là, c'est-à-dire elle est collinéaire à HM. Et donc c'est la force qui essaye de projeter le corps au-delà de l'axe de rotation. Donc, on a déterminé maintenant la force d'inertie d'entraînement. Il reste maintenant le champ gravitationnel de la Terre. Le champ gravitationnel de la Terre, dans l'hypothèse d'une Terre à symétrie sphérique, c'est le même champ gravitationnel qu'un point matériel. C'est-à-dire, je peux écrire que c'est moins G, comme ça, fois la masse de la Terre, divisé par R au carré. Et c'est quoi R au carré? C'est donc R au carré porté par ER. Alors, ça, c'est le champ gravitationnel à l'extérieur de la Terre. C'est-à-dire pour R, pour petit r, supérieur à grand R. Donc R supérieur à grand R. C'est-à-dire plus grand que le rayon de la Terre. Lorsqu'un point matériel se trouve à l'extérieur de la Terre, le champ gravitationnel est donné par cette forme. Mais si on est à l'intérieur, il sera proportionnel à petit r. Et donc on obtient un champ gravitationnel linéaire, c'est-à-dire porté par, proportionnel à petit r. Et à ce moment, ce n'est pas un champ newtonien. Donc un champ est dit newtonien s'il est inversement proportionnel à r au carré, c'est-à-dire pour tous les points qui sont à l'extérieur du globe terrestre. Bien, maintenant, on peut déduire l'expression du poids du corps. Alors, quelle sera l'expression du poids du corps? Donc, le poids P est égal à la somme. Donc, c'est le terme gravitationnel, c'est moins G, masse de la Terre, fois la masse du corps, divisé par R au carré ER, comme ça, plus M oméga carré HM. Donc, c'est la force gravitationnelle plus la force d'inertie d'entraînement. Bien, ceci s'écrit sous la forme M facteur 2 moins G NT sur R carré ER, comme ça, plus oméga carré HM. Bien, donc le poids P résulte de deux termes. Un terme qui s'appelle, ça c'est le terme gravitationnel, et ça c'est le terme d'inertie. C'est le terme inertiel. Alors, le terme inertiel tient compte du fait que nous avons un référentiel non galiléen. Bien, il suffit d'imaginer que notre référentiel n'est pas en rotation, et donc oméga sera égal à 0. Et donc le poids se résume au champ, à la force gravitationnelle. Bien, maintenant, étant donné que nous avons un référentiel terrestre qui est en rotation, et donc le poids P est la somme des deux termes. Bien, vous pouvez ici constater que le poids P ne passe pas par le centre de la Terre. Donc, il ne passe pas par le centre de la Terre par la simple raison que nous avons ce terme-là qui est un terme horizontal, qui est perpendiculaire à l'axe de rotation, c'est-à-dire que ce terme-là n'est pas collinéaire à ER. Nous avons cette situation, c'est-à-dire si le point M se trouve sur l'équateur, nous aurons HM, c'est-à-dire qu'il passe par le centre. Et le ER, c'est aussi collinéaire. Et donc ce terme-là sera collinéaire, c'est-à-dire que HM sera collinéaire à ER, à l'équateur, et même ici, HM sera égal à 0, c'est-à-dire si M est au niveau du pôle nord, nous aurons HM égal à 0. Par suite, nous aurons P égal à moins G, moins MG, MT sur R carré ER. C'est-à-dire que le point, lorsqu'il est soit sur le nord, soit sur le sud, il n'aura pas la sensation d'un champ, d'un effet d'inertie. Donc l'effet d'inertie est présent dans l'intervalle moins pi ouvert, ou 0 pi ouvert. Bien. Maintenant, le poids étant non
c'est-à-dire non collinéaire à ER. Donc je peux écrire que ça, c'est M fois petit g de M. Donc je peux écrire cette relation-là de façon assez simple. C'est ce que vous connaissez, c'est que P égale mg. Et G, ce n'est pas le champ gravitationnel, mais plutôt c'est le champ de pesanteur. Et donc il y a deux appellations. Il y a le champ gravitationnel et il y a le champ de pesanteur. Le champ de pesanteur, rigoureusement, n'est pas newtonien. Mais le champ gravitationnel est newtonien lorsque nous sommes à l'extérieur de la Terre. Voilà. Donc le poids peut être représenté, mais il ne passe pas par l'origine O, c'est-à-dire qu'il ne passe pas par le centre de la Terre. Bien. Maintenant, est-ce que l'énergie potentielle d'entraînement dérive d'une... est-ce que la force d'inertie d'entraînement dérive d'une énergie potentielle? Pour le montrer, il suffit de calculer l'énergie et le travail élémentaire. Alors, c'est quoi le travail élémentaire de la force d'inertie d'entraînement? Et par définition, c'est la force d'inertie d'entraînement scalaire d2 OM, comme ça. Donc je remplace ici et j'écris m oméga carré, comme ça, hm, scalaire d2 OM, je le décompose et donc j'écris d2OH plus hm, comme ça. Et par suite j'obtiens m oméga carré, hm scalaire d2OH, comme ça, plus m oméga carré, hm scalaire d2hm, comme ça. Ok. Ce premier terme, d2OH, hm, d2OH, nous avons d2OH collinéaire à l'axe des Z et hm est perpendiculaire à l'axe des Z. Et donc cette quantité-là est égale à 0. Et par suite, il nous reste m oméga carré, hm scalaire d2hm. Or, vous le connaissez, hm scalaire d2hm, c'est d2hm au carré sur 2. Donc je peux écrire que c'est d2 1 demi m oméga carré hm au carré. Comme ça. Donc j'ai réussi à écrire le travail élémentaire sous la forme de la différentielle de quelque chose. Donc je peux écrire ici que c'est moins d2 EP l'énergie potentielle d'entraînement. Et donc je déduis l'énergie potentielle d'entraînement, comme ça, est égale à moins 1 demi m oméga carré hm au carré, plus bien sûr une constante. Et cette constante est fixée du moment où on se donne une référence des énergies potentielles. Et l'énergie potentielle gravitationnelle, vous pouvez ici la déterminer, c'est assez simple à faire. Bien, voilà, donc on a maintenant montré que la force d'inertie d'entraînement dérive d'une énergie potentielle. Est-ce qu'on parle d'énergie potentielle associée à la force d'inertie de Coriolis? La réponse est non. Pourquoi? Parce que la force d'inertie de Coriolis est perpendiculaire à la vitesse. Parce qu'elle est définie à partir d'un produit vectorien. Et vu qu'elle est perpendiculaire à la vitesse, ça veut dire que la force d'inertie de Coriolis ne travaille pas. Donc, pas question d'en parler, c'est-à-dire de traîner une énergie potentielle associée à la force d'inertie de Coriolis. Voilà, donc, principalement, on a parlé de la relation fondamentale de la dynamique dans un référentiel qui n'est pas galiléen. Et il reste à résoudre cette équation, c'est-à-dire faire des projections pour déduire la trajectoire dans un référentiel qui n'est pas galiléen. Mais le fondamental, c'est ça, savoir qu'est-ce que c'est que le poids, le champ de pesanteur, et puis la force d'inertie d'entraînement et l'énergie potentielle centrifuge. Voilà, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner et de partager le maximum à vos camarades afin qu'ils bénéficient de cet éclaircissement. Voilà, et bon courage.